Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org, et c'est la saison 2. Et ce soir, on est avec Franck Pucciarelli. Bonsoir Franck. Bonsoir. Donc on va aborder évidemment le sujet qui a été annoncé, c'est-à-dire la Libye, la Jamaïria libyenne, et évidemment... on va dire la guerre de Libye et toutes les conséquences jusqu'à aujourd'hui, puisque cette guerre, même si elle est, on peut dire, quasiment finie sur un plan militaire, mais en tout cas, sur le plan des conséquences, il y a plus de pouvoir libyen, quoi. Donc, Oui, enfin la guerre continue. la guerre continue, d'une autre façon. Elle n'a jamais cessé depuis. Voilà. 2012. Donc on va évidemment revenir là-dessus. Bonjour à tous les métanautes, bonjour à la régie. Alors les métanautes connectés, évidemment, c'est Frit Fricade, Ignace Boiteklou, Mister Gab, Vince Fatou, Kalinka, Astoff, Samwang, Œil, Voix, Liberty, Fristy, Faye, Pedjo, Titou, Patriote, Lionpart, Godrich, Rome, Bouya Tribe, voilà, Livol Platon. Bonsoir à vous tous. C'est bien la libre antenne qui commence, j'ai envie de dire, sur les chapeaux de roue avec un sujet que nous on avait déjà en fait alors abordé plusieurs fois, même ici même. Je veux dire surtout dans la saison 1 en fait, on a fait plusieurs émissions, même une consacrée au livre vert, je me souviens. Et donc ça va être l'occasion, je pense, ce soir d'aller encore plus en profondeur parce que toi, alors pour te présenter, parce que le public se demande, mais qui est Franck, évidemment, depuis tout à l'heure. Tu fais partie, donc tu es membre du comité international révolutionnaire. Comité révolutionnaire international. International, voilà, j'ai confondu. Voilà, comité révolutionnaire international, qui est le comité créé par Kadhafi initialement. Oui, voilà, c'est ça, par les comités révolutionnaires. Par les comités révolutionnaires libyens. Libyen. On expliquera ce que sont Bien évidemment ces comités révolutionnaires. Et donc, tu es, on peut dire, un témoin privilégié Alors, j'étais présent à Tripoli en 2011. Oui. Donc, je me suis rendu à 2 reprises avec différentes ONG concernant le fait que le gouvernement libyen souhaitait qu'il y ait des témoins de l'agression de l'OTAN à l'encontre des populations. Parce que le gouvernement libyen à l'époque avait demandé, avant que la résolution 1973 soit votée par l'ONU, qu'il y ait des observateurs de l'ONU qui soient présents, chose qui a été refusée par l'ONU. D'ailleurs, c'est un précédent, c'est la première fois qu'il y a une résolution qui est appliquée au sein de l'ONU sans qu'il n'y ait eu d'observateurs sur place pour constater les mensonges qui avaient été proférés par les médias Al Jazeera, repris par France 24, RFI, tous les médias mainstream. Voilà. Donc suite à cela, le Jamaïria libyenne, les comités populaires ont souhaité à ce qu'il y ait des membres du monde associatif européen, d'Afrique, Amérique latine, il y avait des Canadiens aussi, soient présents pour constater la réalité qui était malheureusement bien différente de ce qu'on nous rapportait dans les médias à l'époque. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque, donc, pour rappeler, bon, bien sûr, vous en souvenez, hein, la majorité d'entre vous, certainement, c'est-à-dire qu'on a eu une guerre déclenchée sur la base d'une explication qui nous a été donnée comme quoi Kadhafi, donc ex-président de la Libye, enfin guide suprême pour... Pas président, il était un guide. Suprême, hein. voilà, exactement, pour être exact. Qui aurait menacé, on va dire, la population de Benghazi. Donc Benghazi qui se trouve tout à l'est de la Libye, vers la frontière égyptienne. Et donc il aurait menacé donc, cette population qui, on le sait, alors historiquement, est une population qui était assez hostile au pouvoir central. Ouais, enfin c'est pas ça, c'est-à-dire que le roi Idriss, donc il faut savoir que Kadhafi en 1969 a fait un coup d'État sans effusion de sang, avec des colonels. Des colonels, il était lui-même colonel. Hein, il était colonel. Il a été choisi à l'époque par les tribus libyennes parce qu'il faisait partie d'une petite tribu, les Kadhafa, qui était une tribu qui n'était pas importante. Puis bon, il avait aussi beaucoup de charisme, il avait un peu d'envergure. Il était nassériste et à partir de là, bon, il a été choisi par les tribus pour représenter le peuple libyen. Mais il n'y avait pas eu d'effusion de sang. Mais il faut savoir que le roi Idriss, ses tribus avaient collaboré au colonialisme avec les Italiens. Avec les Italiens, c'était le cas aussi de Misrata. Et ce sont des personnes qu'on retrouve bien évidemment à se retourner contre le régime de la Jamaïria libyenne. Mais c'est des tribus qui restent minoritaires dans leur ensemble. Très minoritaires. Alors,
ce qu'on en sait, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses, mais à l'époque des événements, hein, lorsque ça s'est déroulé, donc on nous expliquait à longueur de temps sur toutes les chaînes de télé que Kadhafi était prêt à commettre un massacre, à envoyer ses troupes, ses blindés, ses avions, etc., pour aller massacrer la population de Benghazi. Hein, aujourd'hui, ça paraît établi que tout ça a été absolument faux, que tout ça a été démenti. Alors ça avait été démenti à l'époque, est-ce que tu confirmes aussi par les services russes qui avaient fourni des photos satellites et ça avait été annoncé donc sur les chaînes russes, en particulier je pense à Russia Today bien évidemment, une grande chaîne d'infos, qui avait montré ces images, hein, donc avait fourni l'armée russe, hein, pour contrer la propagande. Tout à fait, mais il y a aussi, là je pense que je vais en surprendre plus d'un, l'ambassadeur de France qui était présent à l'époque, qui a démenti le fait que Kadhafi avait bombardé avec son aviation, notamment un quartier d'Abou Slim à Tripoli, où on nous faisait état de la mort de 2000 civils innocents. Alors ça, c'était Al Jazeera qui avait lancé cette rumeur. Alors moi, quand j'étais à Tripoli, on s'est rendu sur place, on a parlé avec la population. Alors il dit effectivement, on nous annonce sur Al Jazeera qu'on captait, qu'on va se faire, qu'un bombardement est imminent. Alors tout le monde est sorti dans la rue, les gens ne comprenaient pas pourquoi ils allaient se faire bombarder. Ils ont passé la nuit dehors. Il ne s'est rien passé. Ils rentrent chez eux, ils allument la télé, et là on annonce 2000 morts. Voilà ce qui s'est passé, donc une grosse propagande médiatique. Ça a été repris par Bernard-Henri Lévy pour justifier, bien évidemment. Or, il n'en était rien. Il n'y a jamais eu de bombardement à l'encontre de la population. La menace à Benghazi, alors Benghazi c'est quand même une grande métropole, avec 1,5 million d'habitants. L'armée française a bombardé, je crois, une dizaine de chars qui se trouvaient à peu près à 120 km de Benghazi. Oui, d'accord. Super trophée. Alors, pour justement en revenir sur Benghazi, parce que on va dire dans le déroulé des événements, ce qu'on sait aujourd'hui, alors tu vas pouvoir nous confirmer justement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu donc une volonté manifeste de force qu'on nommera plus tard. On va voir justement qui avait intérêt à faire ça. Mais en tout cas, de ces forces manifestes qui complotaient, là on peut parler de complot contre la Libye, hein, pour une fois, c'est pas nous les complotistes, mais bien les gens qui complotaient. Et comment dire, ce qu'on nous a expliqué, c'est que certains groupes, donc très mobiles, étaient dans Benghazi et sont allés au cours d'une manifestation. Alors une manifestation qui, semble-t-il, n'avait pas de rapport en fait avec des droits, ou je sais pas, je connaissais plus le motif de la manifestation, mais bon voilà, c'est une manifestation comme il y en a souvent partout sur la planète. Je crois que c'est une manifestation parce que les fonctionnaires n'avaient pas été... Voilà, il y a quelque chose comme ça. En fait, c'était un rapport avec autre chose. D'ailleurs, quand Kadhafi avait appris cela, il a tout de suite donné des directives pour que les fonctionnaires soient payés, parce que ça faisait 6 mois. Ça faisait 6 mois, des histoires de primes, je sais plus quoi, des primes qui n'auraient pas été payées. C'était les médecins, d'ailleurs, je crois, le corps Et donc, au cours en fait, de cette manifestation, des groupes armés s'infiltrent en fait parmi les manifestants. Et comme ça, c'est une technique bien éprouvée maintenant, tirent à la fois sur les forces de l'ordre et sur les manifestants. Tout à fait. Et là, donc cacophonie, on va dire, il y a eu après ensuite embrasement. Il semble qu'il y ait des gens qui soient ensuite, évidemment, la situation s'est envenimée puisque des gens sont descendus dans la rue, sont allés au poste de police, ont brûlé le poste de police, puis semble-t-il ces groupes armés ont entraîné les gens à aller à la prison pour libérer les prisonniers. Voilà, tu confirmes. Donc, alors la prison et le seul asile psychiatrique en Libye était à Benghazi. D'accord. Voilà, donc ils ont été libérés de l'asile psychiatrique, ce qui a d'ailleurs causé des massacres. C'est là qu'on a pu voir des gens se faire éventrer, pieds attachés, se faire éventrer devant tout le monde. Donc oui, je tiens à rappeler que ce groupe-là, il y avait à peu près 3, parce que les Libyens nous ont expliqué comment les choses avaient fonctionné. Ce sont 300 mercenaires étrangers d'origine algérienne, tunisienne, saoudienne, qui se sont mélangés, qui ont attaqué avec des armes de guerre. Où ont-ils eu les armes? Bon, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une préparation et qui ont attaqué le commissariat et ensuite une caserne militaire. Voilà. Et donc Kadhafi savait que quelque chose se tramait, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on avait eu le renversement du régime de Ben Ali et de Moubarak. Et de Moubarak. Donc les services libyens savaient que quelque chose se tramait. Bon.
À partir de là, Kadhafi n'a pas voulu tomber dans le piège. Il a donné des directives très claires au sein des forces de l'ordre et de l'armée de ne pas tirer sur la population. Alors, on me dirait, ça c'est de la propagande. Ça serait intéressant si M. Gibril, qui était l'ancien ministre de la Justice, qui a été un des premiers à se retourner de Kadhafi et d'avoir rejoint le CNT, ne s'était exprimé en mai dernier sur une chaîne arabe au Qatar pour expliquer que Kadhafi, effectivement, n'avait jamais donné d'ordre pour tirer sur la population et que les événements de Benghazi étaient une manipulation orchestrée par les Occidentaux. Ça, c'est M. Gibril qui l'a exprimé lui, il dit beaucoup de choses, on va revenir. En mai 2014. En mai 2014, d'accord. Voilà, donc dernièrement. Donc c'est très très récent, d'accord. Voilà, donc il y a un revirement. On a aussi le cas de l'ancien ambassadeur de l'ONU, vous savez, qui avait pleuré, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image, voilà, oui, je m'en souviens. Qui a présenté ses excuses l'année dernière au peuple libyen et à Muammar Kadhafi d'être tombé dans un piège et d'avoir trahi son peuple et en essayant de... Voilà, il a fait un mea culpa en pleurs sur une chaîne libyenne. Mais ça, bien évidemment, personne ne reviendra là-dessus. Enfin, c'est parce que ça aussi, alors, cette guerre libyenne, elle a eu, on va dire, une grande particularité, c'est d'être, comme beaucoup de guerres, évidemment, depuis la guerre d'Irak, en particulier, je pense à la première, puis la guerre du Kosovo, c'est-à-dire une guerre médiatique. Une guerre. Que ça du début à la fin. Voilà. C'est-à-dire qu'une guerre où tout se joue sur le plan médiatique. Voilà. Et en fait, les opérations militaires nous sont cachées. On ne sait pas ce qui se passe d'un point de vue militaire. D'ailleurs, tu vas nous en apprendre beaucoup, je pense, parce que on a tout vu. En fait, on a l'impression, et c'est ça, c'est quand même assez fantastique. C'est-à-dire qu'on a l'ère de l'info instantanée, de l'info, j'ai envie de dire, Internet. Voilà, il y en a qui sont en ce moment même à l'autre bout de la planète en train de nous regarder. Et pourtant, les guerres se passent sans qu'on puisse, en fait, approcher la nature vraiment de ce qui est en train de se passer sur place. Parce que toi, par exemple, quand tu es allé là-bas, t'as constaté ce décalage. C'est effarant. J'ai deux petites anecdotes. Hein. Donc, j'arrive à Tripoli. On pense, bon, on est quand même pris en charge par le gouvernement. Hein. Bon. Donc, on est à Hôtel Corantia. Il y a une sécurité, mais somme toute, on n'est pas. Enfin, on est libre, c'est-à-dire qu'on peut sortir, on se promène dans Tripoli. Et là, on constate quoi? La population, avec des drapeaux verts, avec des portraits de Kadhafi, sur la place verte, en famille. Alors, on est sur notre planète, parce que les gens vont au parc d'attractions, sont en train de vivre normalement, et puis vous avez les bombes de l'OTAN qui tombent. Vous voyez, ils tirent de DCA, bon, ça c'était pour rassurer la population. Il y a des bombes, mais les gens sont dehors. Les gens sont dehors, vivent normalement. Il y a des barrages filtrants qui sont assurés par la population. Parce que Kadhafi, on était dans le cadre de la démocratie directe, avait donné des armes à la population, et c'est la population qui fait la sécurité. Je dis bien la population. Donc on voit qu'il y a un décalage entre un régime soi-disant présenté par les médias qui est très difficile, et à Tripoli, on voit qu'il y a une population qui est fidèle à Kadhafi, qui revendique son appartenance au régime, les bienfaits du régime, et qui est derrière son guide. Une autre anecdote, on a le vice-ministre des Affaires étrangères, donc là on est le 10 août, une semaine et demie avant la chute de Tripoli, qui arrive dans une Toyota de porte, en babouche djellaba, sans garde du corps, et qui vient nous voir à l'hôtel tranquillement, et qui reprend sa voiture et qui part. Pas de garde du corps, pas de sécurité, voilà. Et on voit une population qui est avec qui on discute. Alors j'ai même eu, parce qu'à un moment donné, je prends un petit sandwich sur la place verte, puis je parle avec un jeune, je dis mais moi Kadhafi, j'en ai ras le bol et tout. Et on est avec des gens des comités révolutionnaires qui nous enquêtent. Je dis non, c'est son point de vue, il a le droit. Enfin, on n'est pas du tout dans ce qu'on nous présente. On est vraiment, on est sur notre planète. Et puis, ces bombardements, on a vu la conséquence des bombardements sur les populations civiles. Alors, il faut savoir aussi, c'est vrai qu'on a expliqué que Muammar Kadhafi, au sein de son gouvernement, a eu beaucoup de gens qui lui ont tourné le dos. Oui, il y a eu certaines défections. Mais pourquoi? Il faut se poser la question pourquoi. Les comités populaires, il y a un gros problème de corruption au sein du gouvernement libyen. Et Kadhafi voulait s'atteler à cela. Et pour cela, il s'appuyait sur les comités révolutionnaires et les comités populaires. Et des enquêtes étaient diligentées à l'encontre des gens qui lui ont tourné le dos depuis 3 ans, en vue que ces derniers rendent des comptes concernant des détournements importants de fonds.
Et on a constaté que le tribunal de Tripoli, où étaient notamment stockées les archives de ces enquêtes, ont été bombardées par l'OTAN par des bombes incendiaires. Donc tout a brûlé. Ah, donc toutes les personnes, on va dire tous les complices actuels, donc tout leur passé. C'est des gens, voilà, c'est des gens qui avaient des comptes à rendre parce qu'il y avait vraiment un gros problème de corruption. Et Kadhafi le savait. Et les comités populaires voulaient s'atteler à ce problème parce qu'il y a un gros problème de corruption au sein du gouvernement. D'ailleurs, Kadhafi voulait aller plus loin parce qu'il avait un projet de supprimer le gouvernement et de redonner directement au peuple la rente pétrolière. La rente pétrolière, voilà. J'avais entendu ce projet. Voilà, c'est un projet, il voulait avancer, il voulait le réaliser entre 2018 et 2020, c'était dans son programme, et supprimer le gouvernement. Il partait du postulation que ça ne servait à rien et que l'argent devait aller directement au peuple. Puisque, bon. Donc, malheureusement, on ne lui a pas laissé le temps. Oui, un peu comme, d'ailleurs, alors ça, c'est une des raisons qui est souvent évoquée par les personnes qui s'intéressent à ce dossier pour savoir pourquoi, effectivement, Kadhafi a-t-il été la cible comme ça de l'OTAN. Et beaucoup mettent en avant, on entend souvent parler du projet RASCOM, donc projet de fabrication, de lancement de satellites pour le... Oui, nous, les informations qu'on a, décembre 2010, le Fonds monétaire africain se réunit. Et le Fonds monétaire, voilà, le fameux FMA, j'allais en parler aussi. Ouais. C'est important. Oui. Donc la spécificité du Fonds monétaire africain, c'était un des fonds souverains qui émaneraient essentiellement de la Libye, qui, je tiens à le rappeler, avait 500 milliards de dollars d'avoir, qui ont disparu. Qui ont disparu, oui, d'ailleurs. Le FMI, dernièrement, il y a une semaine, sont en train de dire que les réserves financières de la Libye sont en train de s'amenuiser et qu'ils seront dans l'obligation de faire un prêt. La Libye va être endettée au bout de 4 ans d'OTAN. Voilà. Donc 500 milliards qui disparaissent. Enfin bon, on reviendra là-dessus plus tard. Et donc, j'ai perdu le fil. Oui, sur le FMI. Voilà. Donc, il souhaitait la spécificité du Fonds monétaire africain, donc avec l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Libye. Donc, il voulait créer un fonds souverain. C'était de prêter à taux zéro aux pays africains. Alors là, le levé de bouclier de la part du FMI, de la Banque mondiale, de la BCE. Nous souhaitons rentrer dans le... Voilà, ils ont tapé à la porte ils ont tapé, mais ils ont insisté. Kadhafi leur a dit, écoutez, laissez-nous tranquilles, on n'a pas besoin de vous. Et moi, je pense que les révolutions du printemps arabe sont liées à cela. C'est-à-dire que la chute de Ben Ali et la chute de Moubarak ont été destinées à faire tomber Kadhafi. Voilà. Parce qu'on expliquera plus tard le pourquoi du comment. Et pourquoi je pense cela et certains pensent cela. Il y avait l'histoire du dinar or, mais c'est surtout le Fonds monétaire africain qui pose un gros problème parce que actuellement le FMI, la Banque mondiale, donc nos sociétés occidentales pillent l'Afrique, ça c'est un secret de polichinelle, avec des taux d'intérêt, avec des régulations, avec des obligations de privatisation et ainsi de suite. Chose que la Libye ne connaissait pas, que l'Algérie ne connaît pas, tout est public en Algérie. Tout était public en Libye, c'est plus que là maintenant. Oui, parce que je rappelle le premier geste du CNT après la prise de Benghazi, c'est d'avoir ouvert une banque centrale avec HSBC. Alors il y a la BCE et les Rothschild ont pris les parts aussi. HSBC, c'est ça, c'est Rothschild. Et la banque européenne est rentrée actionnaire au mois de juin dernier. D'accord. Voilà. Donc tout va bien. Parce que la Libye, pays qui était donc non endetté, un des meilleurs PIB d'Afrique, quand Kadhafi en 1969 est arrivé au pouvoir, je vous donne une petite indication, les compagnies pétrolières américaines et anglaises qui avaient pris les concessions avaient signé un accord avec le roi Idriss et devaient reverser 50 cents du baril à Idriss. Kadhafi est arrivé, 3 ans après il a nationalisé, et d'ailleurs si le prix du baril était assez élevé, c'est grâce à Kadhafi qui a toujours fait en sorte que le baril du pétrole soit vendu au maximum. Voilà. Mais ça, on oui, mais ça vaut le coup quand même de le souligner, puisque la Libye, il semble qu'en 1969 fait partie des 95% d'analphabètes illettrés. Voilà. Kadhafi a quand même, à la fin, d'ailleurs, il faut voir sur Wikipédia, le meilleur PIB d'Afrique, le meilleur taux d'éducation, le taux de mortalité infantile le plus bas d'Afrique. Il a fait du travail sans oublier qu'il était sous embargo quand même pendant une vingtaine d'années. Ça, je veux dire, il ne faut quand même pas l'oublier. Parce que c'est vrai qu'on va dire, oui, mais Kadhafi, il n'a pas développé. Déjà, comment c'est compliqué, il est isolé, il y a eu la chute de l'URSS, avec qui il est en collaboration. Donc c'est vrai que dans les années 90, il s'est retrouvé dans une posture un peu compliquée, mais il avait quand même un embargo important qui a empêché le développement. Oui, qui a empêché le développement. Et d'ailleurs, il a un peu, j'ai envie de dire, presque cédé à certaines sirènes,
au moment où il accepte de reconnaître son implication dans les attentats de Lockerbie, sachant que tous les services, en fait, déjà d'un point de vue des Libyens, mais du point de vue aussi d'en face, on sait qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Puisque même l'ingénieur qui à l'époque du procès avait prétendu avoir fabriqué l'appareil qu'on a retrouvé qui a permis d'incriminer la Libye, c'est une société suisse, ce monsieur s'étant retrouvé à la retraite, en fait, est revenu carrément sur les déclarations qu'il avait faites pendant le procès. Il dit, mais non, la Libye n'a jamais rien fait dans cette affaire. Il dit, cet appareil, il a été recréé par ses soins à la demande de la CIA. Bon. Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je crois que l'association des victimes, d'ailleurs, lorsque Kadhafi a proposé cet accord de remboursement, je crois que c'est autour de 400 millions de dollars. Ah oui, c'est une somme très élevée. L'association ne voulait pas. Parce que l'association des victimes considérait que Kadhafi n'était pas responsable de cela. Alors maintenant, pourquoi Kadhafi a payé 400 millions ? Il ne faut pas oublier qu'il y avait des Libyens qui étaient détenus par rapport à cela. Par rapport à ça, c'est vrai. Voilà. Donc il a payé pour, sur deux choses, récupérer ces Libyens, d'ailleurs qui ont été libérés. Dont un qui avait un cancer, qui était un ami proche de Kadhafi, puisqu'il avait participé à la révolution verte. Donc c'était quelqu'un qui était fidèle en amitié, Kadhafi, on parlera du personnage par la suite, de ce qu'on a pu nous en rapporter de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est pas du tout le personnage qu'on nous décrivait. Et donc je me rappelle, il me semble qu'à l'époque c'était De Villepin qui était ministre, c'est ça je crois qu'il a piqué une crise d'ailleurs quand il a su que l'association des victimes remettait en cause l'accord. Il a pété un câble au Quai d'Orsay en disant non mais attendez, c'est bon, on règle l'affaire, on paye comme ça va parce que ça n'arrangeait pas, cet embargo n'arrangeait pas la France. Parce que la Libye avait beaucoup d'avoirs, le pétrole, le gaz, avait beaucoup de besoins. Donc il fallait trouver une solution rapidement. Il fallait trouver une solution. Voilà, parce qu'il fallait aller chercher... D'ailleurs, on sent bien qu'une fois que cette affaire-là on va dire, se débride, se décoince, bon ben, j'ai envie de dire, c'est la grande tournée des dirigeants. Tout le monde vient à Tripoli. Ah bah, tout le monde. Là, on voit Cameron, Nanani, Sarkozy, on voit tous les Occidentaux. Non, mais pas que Sarkozy. Enfin, je dis Sarkozy. Il y a Sarko, la gauche, le Modem. Tout le monde a trempé là-dedans, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, on voit que voilà, une fois que c'est réglé cette affaire de Lockerbie, tout le monde va à Tripoli, etc. On voit Kadhafi aussi venir, puisque voilà, il voyage en France, etc. Donc la Libye a réintégré on va dire le concert des nations, quoi, un peu plus logique, un peu plus normal. Voilà. Et puis il y a à partir de ces fameux printemps arabes, parce que effectivement, ça commence par la Tunisie, puis l'Égypte, et là, on entend parler de la Libye. Et on nous dit, oui, qu'il y a... Alors, ce qu'on ne comprend pas en Libye, c'est que la situation sociale des Libyens était complètement différente de celle des Tunisiens ou des Égyptiens, tout à fait. On sait très bien que les Libyens... alors, c'est vrai qu'on met en avant le chômage. Alors, moi, je parlais avec un ami libyen qui est étudiant, qui me disait, oui, bien sûr, il y avait du chômage. Pourquoi tu voulais qu'on travaille ? L'État nous donnait, lorsqu'on se mariait, 75 000 $ pour acquérir une maison, un appartement. Lorsqu'on voulait venir étudier en Europe, on nous donnait 2 000 $ par mois pour suivre nos études. 2 000 $. On ne payait pas l'eau. L'eau à usage domestique, l'électricité gratuite. L'essence, ça valait rien du tout. 3 centimes le litre. On subventionnait les voitures aussi. Ouais, elles étaient subventionnées à 60-70%. Ce qui fait qu'on a même arrêté les transports en commun en Libye. Il n'y avait pas. Il n'y en avait pas parce que tout le monde avait des voitures. Voilà. Donc non, il n'y avait pas besoin. Pas une voiture, vous avez 2-3 voitures. 2-3 voitures, voilà. Voilà. Parce que pour le prix d'une ici, là-bas, ils en avaient 3. Voilà. Bon, la nourriture était subventionnée. Oui, la nourriture aussi. Il y avait des magasins d'État. Les magasins d'État où les familles nombreuses ne payaient rien. Voilà, ils avaient une carte et les familles nombreuses. Et là-bas, ils n'achetaient pas du sucre à 1 kilo, ils achetaient des paquets de 10 kilos. C'était vendu par 10 kilos, ils ne payaient pas, donc bon, comme ça, ils stockaient. Non, bon, voilà, ils avaient prêt à tout zéro. Oui, prêt à tout zéro. Voilà. Si par exemple, un jeune Libyen avait un projet, on lui file 200 000 $, il fait son projet, il se plante. Il va voir la banque centrale, bon j'ai un problème, bon écoute c'est pas bien, on te reprête une deuxième fois. Mais si la deuxième fois tu n'y arrives pas, bon écoute là tu deviendras fonctionnaire parce que bon, mais on annule la dette. Vous voyez ce que parce qu'il paraît que c'était comme ça aussi pour l'agriculture, que celui qui voulait se lancer dans l'agriculture, tout gratuit, on lui passait tout. Les terres, les tracteurs, tout était donné. Voilà. Pareil pour l'éducation, c'était gratuit alors.
j'insiste, entièrement gratuit, Tout. y compris le cycle supérieur, tout universitaire. Et pas uniquement pour les Libyens, pour les Africains aussi. Et pour les Africains aussi. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, je tiens à préciser que la Libye était le seul pays arabe, enfin du Moyen-Orient, même du Maghreb, où les Africains pouvaient rentrer sans visa. Ils n'avaient pas besoin de visa. Kadhafi considérait qu'ils étaient chez eux. Donc estimé à peu près 2 millions d'Africains qui vivaient, qui permettaient de nourrir 20 millions d'Africains en Libye. Parce que donc ils ramenaient leur famille, ils travaillaient, ils se faisaient 5, 6, 700, 800 dollars par mois. Ils avaient un logement, ils devaient payer une centaine de dollars. L'eau, l'électricité, ils ne la payaient pas, très peu. Et ça leur permettait déjà d'éviter l'immigration en Europe. Et ça permettait surtout de renvoyer des devises au Niger, au Mali, au Tchad, voilà, et de nourrir. Donc voilà, et puis l'Africain était, Kadhafi a toujours considéré que l'Africain était chez lui en Libye. Voilà. Oui, parce que Kadhafi avait quand même, il faut bien le dire, une vision très africaine. D'ailleurs, la Libye, presque il avait réorienté la politique, on va dire, vers l'intérieur du continent et non pas vers les pays arabes. Kadhafi non, parce qu'il a essayé. Très fâché même avec les pays arabes. Non, parce que lui, il considérait que les pays arabes a été sionisé. Oui, c'est ça. Voilà, il a été très freiné parce qu'il a essayé de mettre en place la démocratie directe, qui est à la contraire de la Ligue arabe. Il était un peu décrié parce qu'il avait, on le prenait un peu pour un oui, un peu fantasque. Oui. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a eu un jour un débat à la Ligue arabe après la mort de Saddam Hussein où justement il exprimait, il mettait en garde tous les dirigeants de la Ligue arabe que les prochains sur la liste seraient eux. Et une petite anecdote, c'est que Bachar al-Assad avait rigolé de cela. Et on a vu ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc Kadhafi est mort, Moubarak a été destitué, Ben Ali aussi, et puis Bachar s'en tire un peu mieux, mais bon, disons qu'il n'est pas... voilà. Donc, soutenu par la Russie, voilà. Contrairement justement à Kadhafi, qui lui n'avait pas beaucoup d'amis finalement. Oui, parce qu'il il y a eu des erreurs, Parce que Kadhafi... Faut quand même bien le dire. Et d'ailleurs, oui, mais autre chose, c'est que la Libye n'était pas le précaré, si vous voulez. Dans les accords de Yalta, la Libye n'était pas sous giron russe. Voilà. Oui. Donc on tient quand même à rappeler que les accords actuellement sont tenus par rapport aux accords de Yalta au niveau de la diplomatie, au niveau de la politique étrangère. Donc c'était pas dans le giron de la Russie. Alors après, il a fait des erreurs parce que Kadhafi, c'est là d'ailleurs où il s'est retrouvé à dos avec le Qatar et les Émirats, avait en projet de créer le plus gros port de la Méditerranée à Tripoli. Parce qu'il voulait faire de la Libye la porte de l'Afrique. Voilà, exactement, voilà. La porte d'entrée vers l'Afrique. Voilà. Donc il avait passé un accord avec Moubarak, de manière à ce que tous les navires qui passeraient par le le canal de Suez, seraient exonérés de taxes. Et en contrepartie, Kadhafi, puisque l'embargo étant terminé, avait des projets au niveau tourisme, au niveau infrastructure assez importants, avait promis à Moubarak d'embaucher prioritairement des Égyptiens. Voilà. Ouais. Donc ça faisait partie du deal. Le problème, c'est que c'est malvenu pour les Émirats, pour le Qatar, qu'on fait des investissements en masse pour le port de Dubaï, qui est le plus gros port au monde, et le port à Tanger, qui est un investissement à 95% émirati et qatari. Voilà, donc il y avait une concurrence. Voilà. Donc, alors le problème, c'est que pour en revenir aux Russes, les Russes voulaient la construction du port et Kadhafi n'avait pas souhaité aller au-delà de... Voilà, il y avait quelques soucis. Mais alors de là à dire que les Russes ne l'ont pas aidé, c'est faux, parce que pendant le conflit, il y avait quand même des conseillers militaires qui étaient au plus près, qui ont insisté. Quand je dis pas aidé, c'est-à-dire que l'attitude de la Russie, elle était presque en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, on les sentait presque un peu mous, qu'on laissait faire. D'ailleurs, ils se sont abstenus, il me semble, pendant la résolution. Ils auraient pu mettre un veto qui aurait empêché la résolution, exactement. Mais le problème, c'est que la Russie ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une violation de la résolution. l'OTAN à ce point-là. Voilà, de la résolution. J'ai l'impression que sur cette affaire, presque, ils se sont fait avoir. Parce que moi, j'ai l'impression que la Chine et la Russie, qui ont, on va dire, un peu, presque benoîtement, un peu naïvement laissé passer cette résolution, ils n'avaient pas pensé que les Occidentaux auraient pu à ce point violer en fait le document. En plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la résolution empêchait l'aviation de Kadhafi de bombarder. Dès que la résolution a été votée, la première chose que le gouvernement libyen a fait, c'est qu'on respecte la résolution, il n'y a aucun avion qui décolle. Ouais. Donc là, problème. D'ailleurs, au moment où la résolution a été votée, je crois que c'est 48 heures après, l'aviation française a directement attaqué Benghazi. Ils sont rentrés en conflit. Pour soi-disant une menace de 10 blindés qui était à 140 km, qui allait raser une ville d'1 500 000 habitants. 10 blindés. Voilà la menace portée
comment dire, qui a justifié ensuite ce coup d'État, cette destruction. D'ailleurs, l'intervention en Libye, l'objectif premier était de tuer Muammar Kadhafi. Ce que disaient certains intervenants, et donc quoi se défendait évidemment l'OTAN, qui martelait sans cesse, non, nous ne voulons pas tuer Kadhafi, non, nous n'allons pas là-bas pour ça. Nous ne cesse de faire que cela. Ouais. Moi, j'ai pu voir la maison de Saïf al-Arab, qui est décédé pendant le bombardement. Un bombardement, donc il y a 3 tomahawks qui sont tombés sur sa maison. Kadhafi était présent une demi-heure avant, ils sont sortis, il a fallu peu. C'est dans un lotissement. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser à vos auditeurs que pour être le fils de Guy, qui était soi-disant quelqu'un qui vivait dans l'opulence, avait une maison des plus modestes. J'étais assez étonné de la modestie de la maison, qui était dans un quartier pavillonnaire. Et la petite anecdote, c'est une petite balançoire des années 50 pour les enfants. Il y avait une cuisine qui était en fin de compte un réchaud avec une plaque de gaz. Enfin, c'était modeste. Il n'y avait pas un mobilier luxueux. C'était le fils de Saïf al-Islam vivait modestement. Voilà. Et donc, bon, il y a 3 tomahawks qui sont tombés. Donc, il y a eu Saïf al-Arab qui est mort. Il y a 2 de ses enfants qui sont décédés. Il y a la fille de Aïcha Kadhafi qui est aussi morte puisqu'elle était présente. Mais ça s'est joué de peu, quoi. Voilà. Donc, ils avaient localisé Kadhafi avec son téléphone portable. Et il est sorti pour parler avec des journalistes qui étaient en dehors, et là les bombes sont tombées. À une demi-heure près, voilà. Mais il y a eu de cesse que de cibler Kadhafi. Moi on avait été à Zlenten, on voit un lotissement, et au milieu du lotissement, il y a à peu près 500 maisons, et au milieu, une maison qui a essuyé des bombardements. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, que le fils Ramiz Kadhafi était dans cette maison, au plein milieu, voilà, de nulle part. Enfin, voilà, bon, c'était... mais il y a eu de cesse, voilà, l'objectif était d'abattre et de liquider Kadhafi. Alors, on nous a parlé aussi, tu vas justement nous affirmer un peu toutes ces infos sur le principe de ces rebelles. Il semble, parce que c'est vrai qu'on a tous vu ces images où, évidemment, les rebelles prennent la ville et puis ils paradent, comme ça. Mais il semble que tout ça, c'était de la mise en scène. La comédia dell'arte. Voilà, c'est de la comédie, c'est-à-dire c'est bien l'OTAN qui venait, qui faisait le boulot, entre guillemets, qui ratissait. Les rebelles qui arrivaient suivis par des caméras et les journalistes qui les suivaient. On filme tout ça, voilà, comédia dell'arte, comme tu dis, bon, le show pour les caméras pour amuser la galerie. Et puis ensuite, semble-t-il, une fois que l'OTAN était partie, l'armée libyenne, elle intervenait, reprenait la ville en 2 secondes. En 2 minutes, voilà. Ça a été que ça. Et ça a été que ça, jusqu'à en fait la prise de Tripoli, qui est une boucherie sur laquelle évidemment on va arriver après. Mais donc ça a été que ça, quand on s'est baladé, on nous a baladé avec ces images-là. Voilà. Ça n'a eu de cesse, c'est-à-dire qu'on a pris telle ville. Bon, après il y a la propagande de guerre, ça fait partie aussi du jeu. Mais je tiens quand même à préciser auprès de vos auditeurs qu'on avait l'image de mercenaires à peine formés, en train sur des 4x4, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Le Qatar a largement financé pendant ce conflit. Il y avait 2 divisions de blindés qui étaient tenues par des mercenaires étrangers, rémunérés. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a les anciens du 2e régiment de Calvi qui ont été gracieusement rémunérés par le Qatar à hauteur de entre 5 et 10 000 euros par mois pour partir se battre. Non, les anciens, évidemment. Donc avec sous couvert du renseignement militaire, de la DGSE qui s'occupait du recrutement. Donc voilà. Donc il y a eu beaucoup de mercenaires français, beaucoup de Qataris, militaires qataris qui étaient présents. Et donc il y a 2 divisions blindées qui sont rentrées en Libye par la Tunisie et par l'Égypte. Et c'est là justement, je vous expliquais que pour moi et pour certains, les révolutions arabes, la chute de Ben Ali de Moubarak était justement de pouvoir faciliter la chute de Kadhafi, parce que de son vivant, Moubarak ou Ben Ali n'aurait jamais permis... évidemment, une invasion de la Libye. Ça, voilà, et n'aurait pas accepté que des armes passent. Des troupes transitent. Nous, on tient des témoignages de douaniers libyens qui faisaient ça. Alors ça passait sous couvert du Croissant Rouge. Donc ça débarquait au port de Zawiya en Tunisie. D'ailleurs, il y a des militants, des comités révolutionnaires qui ont bloqué le port, puisqu'il y avait des armes, des blindés, des véhicules de guerre qu'on bloqué, mais on a fermé, on a mis un drap là-dessus, quoi. Personne n'en a parlé, surtout pas les médias tunisiens, puisque ça venait de tomber. Donc, mais voilà, il y a vraiment eu
une préparation, parce que on ne peut pas mobiliser. Je crois que l'intervention de l'OTAN, c'est 42 pays. Oui. On nous a fait croire qu'on a mobilisé ça en un mois. C'est un plan qui a été préparé depuis des années. Depuis des années. Il semble même que le fameux accord que Sarkozy avait signé à Londres avec les Britanniques, on va dire 6-8 mois avant, en fait, d'accord de défense, c'était déjà voilà le point de scellement en fait entre la France et l'Angleterre pour l'attaque à la Libye. Et on était en novembre 2010, quelque chose comme ça, donc on était 6-8 mois avant les premières attaques, largement. Il y a Roland Dumas qui le dit. Oui, Roland Dumas le dit. Ah, Roland Dumas le dit, clairement. Bien sûr. Ancien ministre des Affaires étrangères. Ouais. Il a été 12 ans, c'est quand même quelqu'un qui a quand même une certaine expérience, qui n'a plus rien à perdre, il arrive en fin de vie. Oh bah lui, maintenant il est arrivé au stade. Sa vie est faite. Mais il a dit effectivement qu'on lui avait proposé, je crois dans les années 2010, de rentrer. Les Anglais lui ont proposé. Les Anglais lui ont pour attaquer la Libye déjà. Voilà, tout à fait. Et on ne parlait pas de Benghazi, on avait des mois de tout ce qui allait se passer, et pourtant, donc la préparation de la guerre s'est faite en amont. Alors il y a un autre personnage aussi qui joue beaucoup dans cette guerre. Alors là, j'ai un trou, c'est celui qui avait été chargé justement par Kadhafi de mener la réforme, qui est, on va dire, l'homme des Américains, qui a failli être Premier ministre aussi. Pas Gibril. Non, pas Gibril, l'autre. À lunettes, là, ouais. Voilà, ce sont les deux personnages très importants. Oui, bah lui, c'est pareil aussi, il est revenu un petit peu sur... Et il est revenu sur ses déclarations, parce que finalement, il a refusé même le poste qu'on lui proposait, parce qu'à la fin, il a dit non, mais je veux même pas. Non, j'arrête. J'arrête tout, je vous laisse tranquille. Non, mais parce que, si vous voulez, je crois que c'est des gens qui, comment dire, ont cru à un moment donné, ont cru aux Occidentaux. En fait, ils ont cru à la parole des Occidentaux. On va changer de régime, tout va bien se passer. On va mettre un système démocratique, patati, puis bon, ils ont vu que... C'était le chaos total. Il faut quand même pas oublier que ces gens-là aussi étaient malmenés, allaient avoir des problèmes avec les comités populaires et les comités révolutionnaires, parce qu'ils n'étaient pas tout propres. Ils n'étaient pas tout propres, c'est ça. Faut bien le dire. Oui, voilà. Parce que ces gens-là, on a vu, ils ont formé l'arrière-garde le fameux CNT, donc c'est quoi le Conseil national de transition, voilà. Qui a été créé par monsieur Bernard-Henri Lévy. Alors lui, il restera le fameux Henri Lévy, il restera quand même le personnage, on va dire, l'un des plus emblématiques de cette guerre. Alors, parce que voilà, Bernard-Henri Lévy, donc vous savez, le promoteur de guerre, parce que maintenant il a. En revanche, c'est non. C'est un démocrate. C'est un démocrate. Donc ce gentil monsieur nous a fait, comme à son habitude, à chaque fois que l'OTAN déclenche une guerre, il nous en fait la promotion largement. Et sur la Libye, il a été particulièrement, on va dire, insistant, particulièrement présent. Il a tout fait. Il nous a refait le coup comment on appelle ça, en Yougoslavie. Il nous a même fait un film, etc. Un reportage, le Serment de Tobrouk. Voilà, le Serment de Tobrouk. Il nous a écrit un livre aussi, il me semble, La guerre sans l'aimer. Il a fait la totale. La Libye, il l'a exploité. Et puis apparemment, ça continue, tu vas nous expliquer. Mais alors donc, ce monsieur-là, Bernard-Henri Lévy, effectivement, a été le grand promoteur de la guerre en Libye, qui était là sur les plateaux télé pour... il a tout fait, c'est lui qui a fait les déclarations de... Oui, à un moment donné, on croyait qu'il était même ministre des Affaires étrangères, donc à la place de Juppé, parce qu'il se permettait de faire... Alors Juppé d'ailleurs, qui était contre l'intervention, au même titre que Morin. Au départ, ils étaient contre. Ah d'accord, c'est intéressant ça. C'est-à-dire, il ne voulait pas. Juppé était contre l'intervention. C'est un peu ce qu'on m'a... Tu sais quoi, c'est marrant parce qu'on en avait parlé ici avec certaines personnes qui avaient expliqué la même chose, qui disaient que même ils savonnaient la planche à l'intérieur du gouvernement français parce que, semble-t-il, il y avait un clan qui n'était pas du tout d'accord pour y aller. Et même Claude Guéant faisait partie de ce clan-là. Il n'était pas d'accord. Non, il n'était pas d'accord, Guéant. Non, mais lui, il était pour d'autres raisons. Parce que bon, c'est vrai que le régime, le peuple libyen a largement financé la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions de dollars. Et donc, Guéant disait en off auprès de certains journalistes, Nico, faut pas y aller là, c'est pas bon quoi. Donc, en Conseil des ministres, Sarko dit bon, on va pas en Libye. Et le lendemain, il arrive, il convoque Guéant, Juppé, Morin, puis bon, on y va. Et apparemment, il aurait reçu le soir des garanties du Qatar pour couvrir et l'aider. Voilà. Donc il y a eu, même au sein du gouvernement, ils n'ont pas compris le revirement que Sarko a eu en 24 heures.
Donc il s'est passé des choses là. Bon, à la limite, inviter Nicolas Sarkozy. Je crois pas qu'il répondra à ces questions-là. Mais, et donc, oui, alors, revirement, tout le monde n'est pas d'accord dans le gouvernement. Et donc, là, comme à son habitude, on a le meilleur promoteur, c'est Bernard-Henri Lévy, quoi. Bah, comme toujours, hein, Kosovo, la Géorgie, l'Algérie, l'Irak, il est dans tous les bons coups à chaque fois. Ouais. Et parce qu'on l'a vu, donc voilà. La Palestine, non, je plaisante. Bah, c'est là aussi qu'il a déclaré c'est bon pour Israël les printemps arabes. Voilà. Ça s'invente pas, hein, c'est une déclaration de BHL. Et donc, BHL, on le voit, il va même à Benghazi. Alors, la photo est assez stupéfiante, parce que la photo de BHL à Benghazi, c'est une photo en fait, qui démontre beaucoup de trucage, en fait, qui a été débunké d'ailleurs. Parce qu'on voit que en fait les militaires qui sont avec lui, qui l'accompagnent, enfin les rebelles, portent des armes, mais il y a une façon apparemment de porter une arme, etc. Enfin, eux ne respectent pas le b.a.-ba en fait d'un véritable professionnel.